Le protagoniste, nommé Magnus, un sorcier de 18 ans, ouvre un livre contenant toutes les connaissances de ce monde. Stupéfait par son contenu, il ne peut croire ce qu'il a droit dans ses mains. L'arbre monstre de la taille d'un bâtiment, connu sous le nom d'arbre de la mort, détruit tout sur son passage. Un groupe de héros affronte la bête de front. Le sorcier Magnus lance un sort de feu, constatant son inefficacité sur le monstre. Il en informe le guerrier Eugène, qui en est agacé. Magnus suggère un autre sort, mais Eugène le trouve incompétent pour penser ainsi, puisque la créature est un monstre de type plante. Magnus pense que le monstre pourrait être différent, cependant Eugène lui dit de suivre son exemple. Distrait, un des branches de l'arbre tente d'attaquer Eugène. Alors Magnus lance un autre sort de feu, qui échoue, laissant le guerrier se faire frapper, à la grande frustration de Magnus. Voyant Eugène gravement blessé, la prêtresse Hilda se porte volontaire pour le guérir avec sa magie. Une lumière régénératrice le rend aussi bon que neuf, et il commente avec sarcasme que Hilda est plus fiable que Magnus. Hilda prend son bras avec un sourire, disant que son devoir est de le guérir. Pendant que les deux sont distraits, la combattante Misha balance son arme contre l'arbre monstre, et après avoir porté le coup, elle dit aux deux d'arrêter de flirter sur le champ de bataille. L'attaque de Misha est tellement efficace que le monstre tombe, au grand bonheur des héros. Le groupe ramasse toutes les pommes de récompense tombées du monstre. Alors que Magnus regarde la pomme dans ses mains, il réfléchit sur pourquoi son sort de feu n'a pas affecté la bête. La bande de héros se rend au royaume provincial de Lacusta, dans la ville locale. Ils se dirigent vers la taverne locale et les gens commencent à les regarder. Ils rassemblent et partagent toutes les différentes types de pommes sur leur table. Les pommes de force, d'agilité et de réflexe vont à Misha. Elle en mange une, rafraîchissant son corps avec des power-ups. Son visage exprime tant de joie que Magnus veut en essayer une aussi. Le groupe continue de partager les pommes afin que les power-ups spécifiques aillent aux membres appropriés. Tandis que Magnus veut les fruits d'amélioration magique, il n'a pas de problème à laisser Hilda en manger la plupart. Il voit qu'il ne reste qu'une amélioration magique et il croit que c'est pour lui, mais à son choc, Eugène la prend. Magnus proteste. Il demande à quoi sert d'augmenter son énergie magique. Eugène lui dit qu'il peut utiliser ses compétences de guerrier d'abord, ce à quoi Hilda est d'accord. Hilda défend la décision du guerrier de prendre le dernier fruit, car Magnus n'a pas fait de contribution notable à la bataille. Magnus ne peut pas objecter qu'il n'a rien à dire. Misha entre dans la conversation en disant que Magnus devrait gagner ses récompenses. Le sorcier est frustré. Il sait que si le groupe l'avait laissé utiliser d'autres sorts que le feu, il aurait pu infliger des dégâts au monstre. Eugène parle de sa déception d'avoir ajouté Magnus au groupe, pensant qu'il était censé être un génie. Hilda ajoute au commentaire avec un sourire en disant que la seule contribution du sorcier est de lire les sigils sacrés. Le sourire innocent se transforme en un regard moqueur alors que la prêtresse dit à Magnus qu'il est complètement inutile à part cela. Le couple continue leur moquerie en riant de l'homme pour être inutile. Eugène dit au sorcier qu'ils n'ont plus aucune utilité pour lui et lui dit de se perdre. Magnus se sent blessé par le commentaire, il se lève de sa place et quitte la table. Misha se demande combien il est facile pour lui de partir, mais Magnus accepte que la fête n'ait besoin que de force physique. Misha lui dit qu'il est un lâche, mais il essaie d'ignorer le commentaire. Il sort de la taverne et entre dans la rue animée. Il se souvient comment sa ville natale attendait tant de lui. Il se souvient des visages qui l'ont félicité pour avoir rejoint le parti, supposé vaincre le roi démon, et tout le temps, il sait qu'il représente tous les sorciers de sa patrie. Alors qu'il contemple le fait qu'il ne peut pas revenir en arrière, un homme l'appelle soudainement par son nom. Magnus se souvient que l'homme était dans la taverne. L'homme s'excuse puisqu'il est tombé sur la conversation des héros. Il explique qu'il a entendu que Magnus peut lire des sigils sacrés. Sachant cela, il tente un livre que le sorcier peut utiliser. L'homme montre au sorcier un livre avec des sigils sacrés écrits dessus, quelque chose qui étonne Magnus. En lisant le sigil sacré, il trouve qu'il lit tout ce que vous devez savoir pour vaincre le roi démon Morphy, une encyclopédie écrite par les dieux. Magnus sourit avec intérêt. Le marchand vendant le livre explique que seuls quelques-uns peuvent comprendre les sigils et qu'un livre forgé par les dieux est tout aussi rare. Magnus demande combien pour le livre, cependant, l'homme a l'intention de le donner comme cadeau, alors le sorcier ne donne que quelques pièces pour cela. Magnus se rend dans sa chambre d'auberge, lisant de l'encyclopédie. Il sait maintenant que tous les monstres du monde ont l'énergie noire du roi démon et ne sauront renaître qu'après la défaite. Il ne peut pas croire combien de connaissances le livre a.
Il comprend maintenant pourquoi les monstres que son groupe a vaincus jusqu'à présent continuent de revenir. Après avoir parcouru 6 pages plus loin, Magnus voit quelque chose d'important. 3 jours plus tard, les 3 monstres, le Triant de la mort, reviennent vivants et en bonne santé. Magnus ne peut pas croire ses yeux. Le livre lui a donné des instructions pour raviver le monstre, et cela a fonctionné exactement comme cela a été écrit. Le sorcier souris, prend son bâton et se prépare à affronter la bête. Il déclare son intention de vaincre le monstre seul. Il regarde la bête et il est content qu'elle ne l'ait pas encore vue. Il crie son premier sort à lancer sur la bête. Selon l'encyclopédie, le tyran de la mort a une immunité envers la magie spéciale dans les sorts d'affaiblissement. Cependant, le livre indique que tous les monstres ont une faiblesse. Il est révélé que Magnus a lancé un sort d'hypnose qui a ralenti le monstre. Allant plus loin dans les informations, Magnus sait maintenant que le monstre de l'arbre est complètement résistant aux sorts de type feu. À cause de cela, il se charge maintenant avec un sort de foudre à la place. Il se souvient que Gênes lui a dit de continuer à essayer uniquement des sorts de feu, et maintenant il sourit en sachant qu'il avait tort. Cela dit, Magnus sait qu'il est toujours en faute puisqu'il aurait dû écouter son instinct. Il s'imagine retenu par des chaînes en raison de son mauvais jugement. Avec la déclaration qu'il n'est plus lié par cette erreur, il se libère des chaînes et promet de gagner le pouvoir de vaincre le Seigneur démon. Avec un poing serré sur son bâton, il jure que le monde connaîtra son nom et que la classe des sorciers sera respectée. Magnus se souvient avoir lu dans l'encyclopédie que les dieux n'interviendront pas, quelle que soit la situation. Le livre dit que les dieux louent ceux qui mettent leur voyage entre leurs propres mains. Avec ces mots, Magnus trouve le courage de lancer son puissant sort de foudre à pleine puissance. Il tire sur l'arbre monstre, qui est grillé et tombe au sol, alors que de nombreuses pommes pleuvent du ciel. Avec la défaite du monstre, une vague de puissance jaillit du corps de Magnus. Il sent que sa puissance a augmenté de manière significative et pense que son nouveau livre est incroyable. Magnus se souvient comment il a réussi à vaincre 8 trains de la mort et maintenant il est plus puissant car il mange une pomme en contemplant qu'il a besoin d'un bâton de rang supérieur. Il rêve de trouver une arme de rang S, mais il sait bien à quel point elles sont rares. Magnus est allongé sur son lit, pensant que la situation est sans espoir. Il regarde l'encyclopédie à côté de lui et son visage s'illumine en sachant qu'il y a un moyen. Il traverse les toits des bâtiments de la ville et s'arrête à sa destination. Il semble minuscule comparé à la mansion sur laquelle il se trouve. Il marche vers la grande cheminée et saute dedans. Magnus tombe très lentement dans la cheminée, commentant combien son sort de contrôle de sa chute est pratique. Il envisage d'apprendre à voler une fois qu'il atteindra le niveau 29. En atterrissant, il dépoussière ses vêtements et regarde autour de lui. Il parcourt les couloirs de la mansion et, en approchant d'une énorme porte, il se souvient que le livre disait que la mansion était la résidence du roi des bâtons. En ouvrant la porte, il se retrouve dans un bureau et voit les restes squelettiques du roi des bâtons. Il pense que c'était le sorcier le plus fort du royaume de la Casta. Il enveloppe les restes dans un sac et voit un bâton à ses côtés. Il le reconnaît comme le bâton de rang S du suprême, fait de mithyle. En inspectant l'arme, il voit qu'elle vaut une fortune, assez pour vivre comme un noble pendant des siècles. Et c'est une arme puissante. Il regarde l'encyclopédie et voit tous les détails fins qui rendent l'arme si puissante. Il déclare que c'est incroyable. Magnus enterre le roi des bâtons sur la colline face à la mansion. Sur la tombe du roi, il demande la permission d'emprunter le bâton du suprême. Il promet de le retourner et de l'enterrer près de la tombe une fois qu'il aura vaincu le roi démon Morphy. En utilisant l'encyclopédie, il traverse de nombreux endroits qui lui ont valu des armes, des trésors et des bonus. Au cours de ces innombrables voyages, il réussit à sauver de nombreuses vies. Parmi ces vies, il y a un groupe de femmes esclaves qui le remercient de les avoir sauvées. Il est gêné, réalisant qu'il n'a pas d'immunité contre les jolies filles. Lorsqu'une des femmes lui demande son nom, il ne le donne pas et propose seulement de les ramener chez elle. Il pense qu'il ne devrait pas trop se détourner de ses missions. En guidant les esclaves vers un endroit sûr, il se demande quand il les reverra. De retour chez lui, Magnus ne peut pas croire combien de bâtons normaux il a collectés. En plus de cela, il voit combien d'autres armes et trésors il a et décide qu'il devrait en vendre beaucoup tout en gardant les armes qui lui conviennent.
Magnus réalise qu'il ne peut pas vendre beaucoup de ses armes en même temps, car cela éveillerait trop de soupçons. Il sait qu'il doit trouver le bon endroit et le bon moment pour les vendre, et en utilisant l'encyclopédie, il commence à chercher le bon marchand à qui faire confiance. Il se rend à l'association des marchands Malem, l'une des plus grandes associations pour le commerce et la fabrication d'armes magiques. À cet endroit, son ancien groupe de héros se trouve justement là. Magnus et le groupe se voient, et Magnus voit un nouveau membre chat-humain, pensant qu'elle est son remplaçant. Eugène, en particulier, n'est pas heureux de voir Magnus. Malgré cela, le sorcier essaie de les saluer comme de vieux amis. Voyant que le groupe ne semble pas heureux de le voir, il essaie de partir. Madame Shaw l'empêche de partir, convainquant le groupe qu'il pourrait obtenir des informations de lui. Malgré la réticence d'Eugène, il demande à Magnus où ils peuvent trouver un bâton magique. Magnus répond qu'il sait où ils peuvent en trouver un, pensant secrètement qu'il en a plus de 10. Eugène est heureux de l'entendre, mais Magnus se demande pourquoi ils en ont besoin s'ils n'ont plus de sorciers dans leur groupe. Eugène lui dit qu'un noble en demande un et lui dit de se dépêcher et de révéler ses informations. Hilda elle-même demande à Magnus où ils peuvent en trouver un, et Magnus révèle qu'il en a un qu'il peut leur vendre. Eugène est excité, déclarant que Magnus est utile pour une fois, tandis que Hilda s'agenouille en offrant 1200 pièces pour cela. Magnus se demande s'ils ont cet argent, mais Hilda l'assure que l'Église peut le fournir. Notre sorcier connaît la réputation de l'Église pour vanter l'amour infini de leur dieu Tigon, mais extorque quand même d'énormes sommes d'argent aux pauvres. Sachant cela, Magnus se rassure qu'il peut prendre leur argent sans culpabilité et accepte la proposition de Hilda, à sa grande joie. Voyant le visage innocent de Hilda, il sait qu'elle est secrètement humiliée et furieuse à l'intérieur. Il se demande pourquoi ils iraient si loin, puis remet le bâton en échange d'un sac d'argent. Eugène rit, révélant que la personne qui a demandé le bâton a proposé de l'échanger contre une épée en mithril. À part Misha, tout le groupe rit du visage de Magnus, disant que l'épée vaut au moins 5000 pièces sur le marché. Eugène attend sa réaction, à sa surprise, Magnus n'a pas de grande réaction et ne fait que louer leur bonne chance. Tout le groupe est choqué. Secrètement, notre sorcier a déjà 6 épées en mithril de rang B aux côtés de son épée de foudre déjà de rang A, donc il se fiche de leur accord avec le noble. Il dit son dernier au revoir, à la confusion d'Eugène. Avant de partir, Misha demande si Magnus ne reviendra vraiment pas à eux. Il lui demande pourquoi il devrait, et Misha reste silencieuse. Regardant sa réaction, il pense à quel point elle ressemble à un enfant boudeur, une émotion qu'il ne l'a jamais vue montrer auparavant. Dans le bâtiment de l'association des marchands Malem, Magnus recherche un stand où vendre ses armes et découvre que la femme esclave qu'il a sauvée se trouve dans l'un des stands. La femme, émue, s'avance vers Magnus et lui demande de sortir avec elle. Elle le regarde intensément et il est choqué par ce qui vient de se passer. Il s'enfuit du bâtiment, emmenant la femme avec lui dans l'intimité d'une ruelle. Là, il lui dit de ne pas crier quelque chose comme ça en public, mais la femme dit qu'elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments. Magnus voit la situation comme problématique, pensant qu'il doit empêcher la femme de divulguer des informations sur lui. Elle demande si elle le dérange, et il répond non, puis lui demande si elle travaille dans le bâtiment. Elle révèle qu'elle est la fille d'un grand groupe de marchands. Elle se présente comme Arya et a l'intention de rembourser Magnus pour l'avoir sauvée. Voyant la fille troublée et les yeux larmoyants, il se demande si elle est sérieuse. Il se contrôle, pensant qu'un sorcier comme lui doit être prudent. Voyant Magnus silencieux, Arya demande s'il n'aime vraiment pas sa compagnie et s'il veut quelque chose de plus. Elle lui parle de son expérience lorsqu'elle a été kidnappée et de sa terreur face à sa nouvelle vie en tant qu'esclave. Elle se souvient du jour où Magnus l'a sauvée, elle et les autres, et réalise qu'il n'y a personne d'aussi incroyable que lui. Notre sorcier regarde Arya et ne peut nier qu'il est intéressé par une relation, mais il est lié par son vœu de tuer le roi démon et n'a d'autre choix que de lui dire non. Troublé, il lui dit qu'il n'a aucune expérience avec les femmes. Il panique, car tout ce qu'il voulait, c'était lui dire la vérité sur son devoir de tuer le roi démon, mais ses mots sortent différemment. Arya, également troublée, dit qu'elle n'a pas non plus d'expérience avec les hommes et qu'elle n'a pas de problème avec son manque d'expérience. Voyant qu'il n'a pas de problème avec la femme, il accepte, à sa grande joie. Arya n'a pas de problème avec le fait que ce soit la première fois pour tous les deux et elle est prête à tout donner puisqu'elle regarde son sauveur, ce qui le fait rougir.
Magnus se présente officiellement et Arya reconnaît son nom comme celui du sorcier du groupe de héros. Elle partage son opinion que les héros ont été stupides de le renvoyer du groupe, mais ils ne s'en soucient plus car c'est déjà du passé. Ils rougissent en parlant de quand ils devraient sortir ensemble. Plus tard, chez lui, Magnus pense qu'Arya ne dira à personne les objets qu'il a pris des bandits, tout en pensant aux avantages de se lier d'amitié avec la fille d'un marchand. Cependant, il sait qu'elle est plus que juste des affaires et des avantages. Allongé sur son lit, il ne peut s'empêcher de penser à être en relation pour la première fois. Le jour du rendez-vous, Magnus arrive à l'heure au lieu de rendez-vous, malgré les conseils du livre d'arriver plus tôt. Il fantasme sur combien il peut être galant une fois qu'ils se rencontrent. Arya est déjà là et lui dit qu'elle est arrivée tôt tellement elle était excitée par le rendez-vous, un commentaire que notre sorcier trouve adorable. Magnus lui dit qu'il a trouvé un bon endroit pour manger pour elle, ce qui la rend heureuse. En marchant, Magnus se demande si Arya le laissera tenir sa main. Il s'inquiète qu'elle ne veuille pas, seulement pour qu'elle tienne sa main juste après. Alors que Magnus se sent bien en tenant la main d'Arya, elle sourit, voulant avancer. Notre sorcier rougit, pensant que les filles sont géniales. Au restaurant, Arya est excitée car elle aime vraiment les pancakes. Magnus commande qu'il ait passé plusieurs fois devant le restaurant auparavant et veut qu'elle l'essaie. Leur nourriture arrive et a l'air délicieuse. Ils dévorent heureusement leur nourriture. Magnus passe en revue les connaissances de l'encyclopédie, affirmant que l'endroit fait d'excellents gâteaux, bien que peu de gens le sachent. Il mange son omelette, commentant comment elle complète son plat entier. Pendant ce temps, Arya est dans la félicité, mâchant ses pancakes. Elle commente que la combinaison de sauce et de garniture améliore la douceur du pancake. Ils apprécient tellement la nourriture qu'ils décident de goûter les commandes de l'autre. Arya a tellement apprécié son repas que Magnus pense que toute sa recherche d'un bon endroit en valait la peine. Arya le prend par le bras et demande où il devrait aller ensuite. Il est troublé, sentant sa poitrine toucher son bras. Ils continuent leur journée en profitant de nombreux endroits, du shopping au dîner, jusqu'à ce que ce soit déjà la nuit. En se promenant dans la rue la nuit, Arya commente à quel point elle s'est amusée. Elle veut rembourser Magnus d'une manière ou d'une autre. Elle lui demande de promettre de sortir avec elle à nouveau. Magnus n'est pas prêt alors qu'elle s'approche pour un baiser romantique. Alors que leurs lèvres se pressent l'une contre l'autre, les joues de notre sorcier rougissent avec des yeux pleins d'espoir. Elle demande si c'est le premier baiser de l'homme, puis elle s'enfuit soudainement par embarras. Pendant ce temps, Magnus est toujours sous le choc de son premier baiser. Continuant sa promenade, il tient l'encyclopédie, sachant que c'est grâce à elle qu'ils ont eu un rendez-vous réussi. Il passe en revue que le livre a un chapitre sur les personnes importantes qui comprend un article détaillé sur Arya. Grâce à toutes les informations, il a pu choisir les meilleurs endroits où l'emmener. Son expression heureuse est marquée dans son esprit et il tient l'encyclopédie, continuant à exprimer à quel point c'est incroyable. À l'intérieur de l'association des marchands Malem, Magnus feuillette son encyclopédie, se demandant ce qu'il doit faire ensuite. Il est soudainement choqué en voyant que la souquette écrite dans le livre concerne une fille qu'il avait sauvée auparavant avec son groupe de héros. Il s'agit d'une fille de 14 ans nommée Mel, originaire du village d'Enzo, alitée avec une étrange maladie. Même lorsqu'il l'a rencontrée, la magie d'Hilda était inefficace contre sa maladie. Le livre indique que vaincre la bête démoniaque qui a lancé la malédiction est le seul remède. Magnus prend son bâton, déterminé à aller au village d'Enzo. Au village d'Enzo, Magnus parle au chef du village qui est confus de voir ce jeune homme vouloir vaincre la bête près de leur ville. Il lui dit qu'il s'est séparé de son groupe, mais le chef le considère toujours comme un grand sorcier. Avec le sorcier désirant rester dans le village, le chef se porte volontaire pour l'héberger chez lui. Tragiquement, la famille du chef a succombé à une peste et n'est plus de ce monde. Rappelé des maladies, Magnus va droit au but. Il théorise que la peste avait un lien avec Mel, la petite fille du chef, et que vaincre la créature qu'il est venu chercher pourrait la guérir. Le chef est tellement choqué par cela qu'il se lève de sa chaise. Bien que Magnus ne soit pas certain de sa théorie, il est déterminé à éviter de mettre le gentil vieux chef et sa pauvre petite fille en position de lui devoir une grande dette. Il est déterminé à éviter des situations embarrassantes comme celle-ci. Alors qu'il se prépare pour son voyage pour tuer la bête, il est accueilli par une foule de villageois, tous espérant qu'il réussisse à guérir Mel. Il regarde le chef embarrassé, sachant que c'était lui qui avait répandu des rumeurs sur sa mission. Sous toute cette pression, Magnus est nerveux en partant. Alors qu'il traverse les bois, il réalise qu'il est suivi. Il demande à son poursuivant ce qu'il veut,
et la personne se révèle. C'est un homme lourdement armé, au visage intense et marqué de cicatrices. En regardant attentivement l'homme, notre sorcier le reconnaît comme Glance du village d'Enzo. Glance s'agenouille devant lui, heureux d'être reconnu, bien que Magnus se sente chanceux de s'en souvenir parmi la foule. L'homme demande s'il peut le rejoindre pour tuer la bête. Avec des yeux sérieux, il supplie d'assister. En examinant l'homme attentivement, Magnus voit qu'il a de l'expérience au combat. Il lui demande pourquoi il veut se joindre à lui. Avec un rougissement, il répond qu'il veut sauver Mel. Il dit au sorcier qu'il est son ami d'enfance, seulement 4 ans son aîné. Cela fait de Glance seulement 18 ans, surprenant Magnus qui ne peut pas croire qu'ils ont le même âge. Glance dit qu'il est amoureux de Mel. Magnus demande s'il va lui dire ce qu'il ressent, mais l'homme trouve cela difficile à faire. Il n'a pas confiance en lui à cause de son apparence de pierre. Il veut au moins être un homme assez fort pour la protéger. Il a combattu dans l'armée pour se qualifier pour la garde du village. Il était tellement inquiet de la maladie de Mel qu'il a décidé qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés, sachant que Magnus avait un plan. Malgré le danger, Glance lui assure qu'il est engagé. L'homme déclare sa volonté de sacrifier sa vie, croyant que tout son temps passé à pratiquer son épée était en préparation pour ce jour. Magnus ne peut refuser sa demande, comprenant comment il se sent et voyant qu'ils peuvent être en tandem dans la bataille comme un sorcier dans une avant-garde militaire. Après tout est réglé, Magnus discute d'une stratégie de combat qu'ils peuvent utiliser. À travers son inspection statistique, Magnus réalise que Glance est environ au niveau de 7 à 9, sachant que l'adversaire est de niveau 19. Il réfléchit à une manière de compenser la différence. Soudain, le son de la bête se fait entendre. Les 2 hommes se préparent et ils voient la gigantesque bête piétiner vers eux. Le géant de la forêt est assez grand pour ombrager le soleil en leur présence. Magnus lance un sort pour se renforcer, lui et Glance, plusieurs fois. Malgré le fait qu'il sera renforcé par un sort, Glance est encore surpris de sentir son corps déborder de puissance. Il est honoré de recevoir du pouvoir du grand sorcier Magnus lui-même. Avec son épée enflammée, Glance charge sur la créature. Notre sorcier pense qu'un homme normal n'attaquerait pas une telle bête de front s'il n'était pas pour l'enchantement qu'il a donné, rivalisant avec celui d'un prêtre combiné à sa détermination. Glance devient un guerrier intrépide, chargeant courageusement. Le guerrier frappe avec une entaille explosive et commente à quel point tout semble facile à combattre grâce à l'enchantement. Le monstre essaie de riposter, mais Glance esquive l'attaque comme si ce n'était rien. Magnus commente que les attaques puissantes de la bête ne signifient rien si elle ne peut pas atteindre sa cible. Avec un lancer de sort, Magnus augmente l'agilité de Glance. Le sorcier sait que le monstre est confus de ne pas pouvoir toucher le guerrier. Magnus sourit, voyant que le monstre ne peut pas atteindre son compagnon. Glance se souvient des paroles de Magnus, disant au guerrier de faire de son mieux pour ne pas être touché. Avec plusieurs puissantes entailles, il parvient à blesser la bête. Le puissant sorcier observe, pensant que s'il était seul, il aurait toujours utilisé la même stratégie de lancer des buffs et d'esquiver jusqu'à épuiser la créature. Cependant, grâce à Glance, le temps passé à vaincre le monstre a été considérablement réduit. Le sorcier se souvient que la bête a peu de résistance au feu. Il lance plus de buffs, assurant des dégâts critiques. Avec une incantation parlée, il projette une puissante explosion de feu vers la créature. C'est si intense que celle-ci est enveloppée de feu sur tout son corps. La créature est actuellement enveloppée dans les flammes grâce au puissant sort de Magnus. Glance est blessé, mais le sorcier se sent chanceux d'avoir créé pour lui un bouclier magique. Il sait que c'est grâce à cette couche supplémentaire de défense qu'il a survécu à l'explosion. En voyant la bête gisant sur le sol, Magnus dit à son compagnon qu'il est temps de retourner au village d'Enzo. Au village, les villageois joyeux célèbrent le retour des héros. Malgré les yeux intenses de Glance, les gens s'approchent de lui, tous inquiets et en colère de l'avoir vu disparaître pour aider Magnus. Finalement, ils sont tous simplement heureux de le voir revenir sain et sauf. Une jeune femme s'approche de notre célèbre sorcier, excitée de pouvoir le toucher. Il ne faut pas longtemps avant que Magnus soit entouré de jeunes femmes voulant aussi le toucher. Il rougit, se demandant si le toucher est vraiment si important. Il voit que même les enfants ont entendu parler de son aventure et sont excités de réactiver son combat avec le monstre selon la façon dont la terre a tremblé pendant ce temps. Magnus est surpris que les cris du monstre aient été si forts qu'il soit même parvenu au village. Soudain,
La voix familière d'une jeune fille appelle le nom de Magnus. C'est Mel, complètement guérie et debout, pour la surprise et l'excitation de tout le village. Glance est trop nerveux pour même regarder la jeune fille, ce que notre sorcier remarque. Le chef du village ne peut pas retenir ses larmes en voyant sa petite fille ne plus être au bord de la mort, marchant comme si de rien n'était. Mel veut rembourser Magnus de n'importe quelle manière, alors il propose quelque chose. Il pousse le nerveux Glance vers elle et encourage Mel à le remercier à la place. Il explique que c'est le grand gaillard qui a fait la majeure partie de l'effort pour tuer la bête, étant son bouclier et l'attaquant directement à plusieurs reprises. Il fait réaliser à la jeune femme que Glance a grandi pour devenir un brave guerrier. Avec tous les éloges, Glance est toujours trop embarrassé pour parler à Mel. Mel montre un sourire heureux, riant de la façon dont il peut se battre si vaillamment malgré son attitude timide. Même la foule est d'accord avec Mel, forçant Glance à se féliciter pour ses efforts. Magnus commente à quel point l'atmosphère dans le village est chaleureuse. Soudain, Mel saisit le bras de Glance et se penche sur son épaule avec un visage content. Elle lui dit combien elle apprécie ses efforts, rendant l'homme troublé. Magnus se souvient de l'expression intense de Glance lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. En voyant son expression maintenant avec Mel, il réalise que c'était seulement parce qu'il pensait n'avoir aucune chance de gagner. En voyant les deux ensemble, Magnus réalise qu'il ne comprend pas du tout les émotions romantiques. Il se souvient d'Arya et veut la voir immédiatement dès son retour à l'Akasta. Le village organise un festival joyeux pour célébrer cette bonne journée. Les enfants et les personnes âgées profitent de manger et de boire, avec de nombreuses personnes dansant. Les bons villageois encouragent l'intimide Glance à les rejoindre dans leurs boissons. Magnus est si populaire que plusieurs jeunes femmes lui offrent une sélection de boissons. Pendant que la fête continue, le chef appelle le sorcier. Il déclare son intention de le rembourser pour sa bonne action. Cependant, il craint que leur ville n'ait rien de valeur à offrir. Tout ce à quoi Magnus peut penser, c'est qu'il ne veut pas être remboursé, sachant qu'il ne se sentirait pas à l'aise d'être payé pour cela. Il dit au chef qu'il n'a pas à lui donner quoi que ce soit, car il a déjà reçu sa récompense. Il lui assure qu'il a déjà pris un butin précieux de la bête, ce que le chef accepte. Tout ce temps, Magnus était en quête, sachant grâce à l'encyclopédie que le géant de la forêt avait 78% de chance de lâcher l'objet rare appelé cœur de la forêt sombre. Il est heureux de voir qu'il tient l'objet rare dans sa main fièrement à ce moment. Selon le livre, si le cœur de la forêt sombre est donné aux élites forgerons mystiques nains, il deviendra un objet magique unique s'il est forgé avec leur technique secrète. Revenant au moment où il venait de vaincre le géant de la forêt, Magnus était heureux de regarder un objet qu'il recherchait depuis longtemps. Il demande à Glance s'il peut le garder, car ce n'était qu'un morceau éclaté de son bouclier. L'homme n'a pas de problème à le lui donner, ne réalisant pas qu'il est devenu un matériau de fabrication important. Glance est confus, car tout le monde peut aller à n'importe quelle armurerie de la Costa pour obtenir un morceau de bouclier, mais Magnus reste excité. Il peut combiner le cœur de la forêt sombre avec l'objet connu sous le nom de bouclier relique pour créer un objet magique qui peut aider à vaincre le roi démon une fois pour toutes. Bien que Glance ne comprenne pas un mot de ce qu'il dit, il voit les yeux déterminés de Magnus et est juste heureux de pouvoir l'aider. Le sorcier regarde une page de l'encyclopédie, la tourne et voit que la prochaine étape est de rencontrer le forgeron mystique nain Bazer, qui dirige un atelier profondément dans la montagne des forgerons. Il ferme le livre, confiant dans ce qu'il doit faire. Il retourne au royaume de l'Akasta. Là, il frappe à la porte d'une maison, demandant si c'est la maison de Bazer. Bien qu'il semble ne pas être chez lui, Magnus est contrarié car il a dû écourter son rendez-vous avec Arya juste pour pouvoir rencontrer l'homme, mais il n'est pas là. La porte s'ouvre à force de frapper, le rendant nerveux, car les livres disent que le nain est grognon. Il est choqué de voir les nombreuses pièces d'équipement au sol avec Bazer lui-même inconscient. Se déplaçant rapidement, Magnus court vers le nain et en regardant son visage enflé et inconscient, il se demande ce qui s'est passé. Magnus se précipite pour aider Bazer qui est couvert de blessures. Le forgeron confirme que le groupe de héros est responsable de ces blessures. Entendant cela, Magnus ne peut s'empêcher de se sentir furieux contre Eugen pour avoir agi si bassement. Il offre à Bazer une potion de guérison qui soignera ses blessures, mais le forgeron se méfie des humains et refuse de prendre quoi que ce soit gratuitement, surtout depuis que les héros se sont comportés comme des bandits et ont volé ses objets après avoir demandé ses services. Dans son esprit, Magnus pense que c'est le moindre des mauvais actes que son ancien groupe peut faire étant donné la situation.
Il suggère d'échanger le trident de foudre que Bazer possède contre la potion qu'il a. Il peut lui payer 8000 pièces d'or, mais cela prendrait du temps pour retourner à son auberge chercher son argent. Bazer accepte étonnamment, et Magnus lui remet la potion tout en se présentant. Le forgeron le remercie, et immédiatement après avoir bu la potion, il récupère de ses blessures. Bazer questionne son motif de venir dans son atelier et doute que ce soit uniquement à cause du trident. Magnus rit de cela et explique qu'il a besoin du talent de Bazer pour fabriquer un objet magique. Il demande une réduction et offre sa potion de haute qualité restante pour l'accord. Le forgeron rit mais exige 2 potions à la place pour ses services. Magnus lui dit en plaisantant que son ventre le trahit et Bazer réplique qu'il était bien plus beau lorsqu'il était plus jeune. Bazer devient ensuite sérieux et déclare qu'il est prêt à l'aider, mais son marteau préféré a été volé par les héros. Malheureusement, il ne peut pas utiliser un autre marteau et explique que c'est comme posséder un objet magique qui nécessite une compatibilité. De plus, ils auront besoin d'un marteau en adamantium ou en mithril pour forger des objets de haute classe. Magnus consulte rapidement son livre, tandis que Bazer jette un œil curieux, l'épargnant de trop de détails. Le sorcier annonce à Bazer qu'ils peuvent posséder le marteau d'Orichalque plus tard. Magnus vole sur un tapis volant avec Arya et rassure fièrement Bazer tremblant qu'avec leur véhicule, ils peuvent facilement atteindre la mine, un voyage qui prend normalement 1 semaine en seulement 2 heures. Il est révélé que le père d'Arya leur a accordé une quête à la grande mine de Mégoras pour rassembler des métaux rares où se trouve le marteau d'Orichalque. Toujours en volant sur leur tapis, Bazer exprime ses réserves sur leur voyage, car la mine est pleine de morts vivants. Arya contrecarre cela avec sa confiance dans les capacités de Magnus, tandis que le sorcier est déterminé à obtenir le marteau d'Orichalque. Le groupe arrive finalement à l'entrée de la grande mine de Mégoras et commande sa taille. Bazer déclare que la mine était autrefois une riche source de matériaux spécialisés, d'où sa taille. Magnus suggère qu'ils utilisent le tapis volant pour atteindre leur destination, car la mine est assez grande, au grand ennui de Bazer. Le sorcier explique que ce sera difficile pour Arya de marcher, ce qui rend la fille joyeuse. Bazer monte de nouveau sur le tapis volant avec le reste du groupe. Bientôt, ils rencontrent une horde de morts vivants rassemblés dans la partie intérieure de la grotte. Bazer commente qu'ils sont le résultat de la cupidité humaine et ne peuvent donc pas passer dans l'au-delà, les appelant pathétiques. Magnus répond que parmi les morts vivants, il y a aussi des nains, que le forgeron appelle simplement des perdants. Magnus active son bâton et commence à lancer des sorts qui envoient les morts vivants voler. Bazer est impressionné par sa capacité et Arya pousse des cris de joie. Il continue à chevaucher le tapis tout en combattant les morts vivants en plein air. Le forgeron ne peut s'empêcher de louer Magnus pour sa prouesse. Juste à ce moment, il rencontre une autre horde de morts vivants, provoquant la peur d'Arya qui se presse instinctivement contre Magnus, le faisant rougir. Agacé, Bazer dit au sorcier de se concentrer et de ne pas se perdre. Magnus lui assure qu'ils ne se perdront pas et remercie silencieusement son livre pour cela. Avant leur quête, il avait déjà mémorisé toute la carte de la mine du livre et se souvenait de tous les chemins dangereux. Bientôt, ils atteignent la zone minière abandonnée de Mégoras, où toutes les ressources riches restent encore. Les morts-vivants marchent vers eux et commencent finalement à attaquer. Magnus riposte rapidement, tranchant les squelettes d'un seul coup, les pulvérisant et gagnant davantage d'éloges d'Arya. Après avoir éliminé les ennemis, Magnus lance un autre sort, créant un portail pour transporter les travailleurs de l'Akassa à Mégoras pour commencer à extraire des ressources. Bazer est une fois de plus émerveillé par ce que Magnus peut faire avec sa magie, le qualifiant de puissant sorcier. Le sorcier donne des instructions aux travailleurs qui sont impatients de commencer à extraire. Il creuse sans relâche pour rassembler autant de ressources que possible. Magnus observe heureusement et prévoit d'attendre qu'ils aient terminé pour livrer les ressources en ville et terminer la quête. Entre-temps, il mène son équipe pour récupérer le marteau d'Orichalque. Après avoir réussi à localiser le marteau d'Orichalque, le groupe retourne à l'association des marchands. Mahalem, visiblement impressionné, suggère franchement à Magnus qu'il devrait envisager d'épouser sa fille Arya, ce qui prend le jeune sorcier au dépourvu. Mahalem continue à louer les qualités admirables d'Arya, toutes déjà évidentes pour Magnus. En privé, il réfléchit au fait que le père et la fille semblent partager un penchant pour la témérité. Cependant, Arya intervient et décline la proposition.
Elle exprime sa réticence à être un fardeau pour Magnus pendant qu'il est en quête pour vaincre le roi démon. Mahalem réalise son erreur et s'excuse rapidement, soulignant que la défaite du roi démon est cruciale pour son entreprise. Magnus accepte les excuses et exprime sa gratitude à Arya de l'avoir sauvé d'une situation embarrassante. Elle lui sourit chaleureusement, reconnaissante d'avoir croisé son chemin. Une semaine plus tard, Magnus rend visite à Bazer dans son atelier pour récupérer l'objet demandé. En entrant, il est véritablement impressionné en voyant l'objet magique créé à partir du bouclier relique et du cœur de la forêt sombre. Taquin, Magnus remarque que Bazer a dû consacrer beaucoup d'efforts à créer une pièce aussi merveilleuse, ce qui provoque une réaction sarcastique du forgeron. Le sorcier s'approche de l'objet, un profond sentiment de fascination l'envahissant alors qu'il se retrouve face à face avec le golem de bataille. Bazer touche fièrement sa création et révèle que son nom, Gladius, est gravé sur son armure. Exprimant sa gratitude, Magnus reconnaît l'honneur de posséder un golem fabriqué par Bazer, qui l'aidera à atteindre la partie la plus profonde de Mégoras. Bazer est surpris par cette révélation, et les deux montent sur Gladius pour entreprendre leur voyage vers la mine. En chemin, Magnus demande à Bazer s'ils peuvent voler un peu, ce qui déroute le forgeron, mais il accepte néanmoins. Le sorcier révèle ensuite qu'il prévoit de vaincre le boss des morts vivants, le dragon d'os, qui réside profondément dans la mine, pour les empêcher de ressurgir. Cependant, il reconnaît que le boss est de niveau 34, nettement supérieur à son propre niveau de 28, ce qui le met en désavantage. Ainsi, acquérir le golem de bataille est devenu essentiel non seulement pour les aider, mais aussi pour tester les capacités de Gladius. Pour apaiser les inquiétudes de Bazer, Magnus l'encourage à se détendre et à avoir confiance en ses capacités. Les deux arrivent à la mine de Mégoras, Magnus lançant un sort pour éliminer les morts vivants qui attendent à l'entrée. Il dissuade Bazer de l'accompagner pour affronter le boss, mais le forgeron refuse, déterminé à voir comment Gladius persistera dans la bataille, même si cela signifie risquer sa vie. Dans son esprit, Magnus réfléchit à la dangerosité de son adversaire et est déterminé à rester concentré pendant le combat, craignant de ne pas pouvoir protéger Bazer s'il en a besoin. Comme s'il entendait ses pensées, Bazer lui dit de se concentrer uniquement sur la défaite du boss et de ne pas s'inquiéter pour lui. Magnus est impressionné, disant qu'il est vraiment un forgeron exemplaire. Dans les profondeurs de Mégoras, les deux font face au boss incroyablement massif. Bazer est impressionné par son apparence et Magnus lui ordonne de rester en arrière pour sa sécurité. Le boss émet alors un brouillard noir appelé miasme, qui, selon le livre, inflige des dégâts massifs aux aventuriers de bas niveau s'ils le touchent, et l'absorption de grandes quantités peut entraîner la mort. Le boss émet un cri strident, invoquant les morts vivants de leur sommeil. En représailles, Magnus ordonne à Gladius de le défendre, et le golem se met immédiatement en action, anéantissant la horde de morts vivants. Tout se déroule selon le plan, avec les morts vivants désormais gérés par le golem, lui permettant de se concentrer sur la défaite du boss. Il lance d'abord un sort d'obscurité en direction du dragon d'os, mais cela s'avère inefficace. Paniqué, Bazer commande que le boss semble immunisé contre la magie noire. Magnus lui dit de se taire et de regarder. Il libère un autre sort qui semble fonctionner, mais cela amène le boss à émettre un brouillard noir et à faire pousser une autre tête, le rendant apparemment immortel. Magnus continue d'attaquer, lançant un sort d'obscurité, mais cela n'affecte pas beaucoup le boss au grand désarroi de Bazer. Le dragon d'os continue de régénérer, faisant pousser sa troisième tête et attaquant Magnus. En conséquence, il renforce sa magie de résistance et sa magie de défense, utilisant une bague d'ange gardien de rang A pour résister à l'assaut. Il tremble sous l'afflux soudain de magie, mais se pousse à terminer le combat. Magnus lance la même série de sorts d'obscurité, ce qui frustre Bazer car cela n'affecte pas le boss. Cependant, Magnus lui dit de regarder attentivement et il est choqué de voir que les points de magie, PM, du boss diminuent, car il a utilisé beaucoup de PM pour invoquer des morts vivants, se régénérer et prendre des coups directs des sorts de Magnus. À ce stade, il est presque complètement épuisé en PM. Pour finir le combat, Magnus lance un autre tour de sort d'obscurité qui affaiblit encore plus le boss, faisant disparaître son brouillard noir. À ce stade, il ne peut plus invoquer de morts vivants et ne pourra plus se régénérer. Tout ce qu'il peut faire, c'est charger désespérément vers Magnus comme le monstre insensé qu'il estime à tête imperturbable. Le sorcier utilise les mêmes sorts encore et encore, épuisant complètement les PM du boss.
Magnus libère un autre coup qui finit par anéantir la bête dragon d'os. Après le combat, il récupère ses power-up qui améliorent sa puissance magique et sa force physique. Magnus passe au niveau supérieur après avoir vaincu le dragon d'os, devenant un sorcier de niveau 30. Cette victoire lui rapporte également un objet rare. Le sceptre du dragon mort de rang S, bien que victorieux, Magnus reconnaît que plus son niveau est élevé, plus les prochaines étapes seront difficiles. Après son étape actuelle, il sera confronté au niveau des maîtres légendes. Il réfléchit à d'autres moyens de monter de niveau plus rapidement, alors il consulte son encyclopédie pour obtenir des conseils. Celle-ci révèle que le dragon d'os est une espèce introduite, donc il ne peut pas être farmé. De même, vaincre des soldats morts-vivants est une tâche insurmontable, puisqu'il devra en tuer 10 millions juste pour monter de niveau. Frustré, Magnus se laisse tomber sur son lit, à court de solutions. Il envisage de simplement voler autour de la ville pour se distraire, mais finalement, il décide contre cela et ouvre à nouveau son livre. Il envisage de faire des sous-quêtes pour obtenir plus de récompenses. Selon le livre, la quête principale est de vaincre le roi démon, et les autres missions mineures pendant le voyage sont appelées sous-quêtes. Il voit les différentes sous-quêtes listées dans le livre, comme découvrir la grotte de Bnavia, remplir la demande d'explosion et exterminer des vampires. Inspiré par ces quêtes, Magnus se lève de son lit, déterminé à aider les personnes en danger et résolu à les secourir pour aussi gagner des récompenses en cours de route. Pendant ce temps, à la mention de Nars, la frustration d'Eugène déborde lorsque le chef de la maison rejette les fleurs rares qu'ils avaient acquises dans le cadre de sa demande. Narcès, un érudit, explique que les fleurs n'étaient plus nécessaires car elles étaient en retard d'1 mois et que quelqu'un d'autre les avait déjà obtenues pour leur expérience. Eugène continue de faire une scène, insistant pour que Nars se paie parce qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour obtenir les fleurs des parties les plus profondes de la grotte de Bnavia. Misha regarde Eugène, pensant qu'ils sont ceux qui ont complètement oublié la mission en explorant la grotte, se souvenant seulement des fleurs à la dernière minute grâce au rappel de Hilda. Eugène demande en colère qui a volé sa quête et Nars répond qu'un grand sorcier nommé Magnus les a aidés. Le guerrier est enragé en entendant cela, refusant de croire qu'un sorcier inutile l'a battu. Nars contre cela en disant que Magnus est magnifique, contrairement à tout guerrier qu'il connaît. Eugène frappe la table et affirme qu'il est bien plus grand que Magnus sous tous les aspects. Nars rejette cela, affirmant qu'il a terminé la quête plus lentement que le sorcier et qu'il ne devrait y avoir aucune excuse pour cela. Cela enrage encore plus Eugène, alors il jette les fleurs et les piétine comme un fou. Tout le monde regarde sa crise de colère quand soudain, il dégaine son épée et essaie d'intimider Nars. Misha n'essaie même pas de s'immiscer, pensant que depuis que Magnus est parti, Eugène est devenu plus incontrôlable. Nars, impassible, tient bon et dit au guerrier qu'il n'acceptera pas de manque de respect en tant que quelqu'un au service de la 7e génération de royaux de l'Akasta et menace de le signaler au roi. Eugène est intimidé et change immédiatement de comportement. Hilda le calme, évitant plus de dégâts à leur équipe. Le guerrier s'excuse rapidement et prétend que c'était une blague, bien qu'il soit clairement ébranlé par l'autorité de Nars. L'érudit feint de rire, tout comme Eugène qui le remercie de sa compréhension. En regardant le guerrier, Misha espère que cette rencontre lui a servi de leçon et qu'il commence à corriger son tempérament. Mais cela se brise immédiatement lorsque, à l'extérieur de la mansion, Eugène exprime ouvertement qu'il déteste Magnus pour lui avoir volé sa quête. Pendant que le groupe marche, un garçon heurte accidentellement Eugène, le faisant perdre à nouveau son sang-froid et agressant l'enfant. Le garçon tombe en l'air et Misha le sauve rapidement, réprimandant Eugène pour avoir blessé l'enfant. Le garçon s'évanouit et elle appelle Hilda à l'aide. Une foule commence à se rassembler autour d'eux, critiquant le guerrier pour avoir causé la terreur plutôt que de sauver le monde. Ils parlent du passé du guerrier, comme voler une armure dans un magasin d'armes et ne pas payer leur repas, laissant une énorme dette. Il a également des problèmes de comportement et a dit qu'il avait battu un enfant au hasard parce qu'il n'aimait pas son visage. Cela les amène à remettre en question l'intention du guerrier d'aider les personnes dans le besoin et à le comparer ouvertement à Magnus, qui est meilleur que lui. Les gens continuent de louer le sorcier qui a aidé la femme à guérir ses blessures incurables en acquérant de l'explosion et en éradiquant des vampires dans une ville. Ils parlent aussi de la façon dont il a tué le dragon d'os de l'esprit de Megoros, qui était invaincu depuis des centaines d'années. De plus, même le roi était si impressionné qu'il lui a proposé de devenir noble, mais il a refusé parce que son objectif ultime était de vaincre le roi démon.
Les gens de la ville sont tous d'accord pour dire qu'Eugène est en effet différent de Magnus, qui agit plus comme un héros que lui. En entendant tout cela, Misha ne peut s'empêcher d'admirer les exploits de Magnus, même après avoir été bannie de leur groupe. Même si elle a été dure avec lui, elle est contente qu'il fasse de son mieux pour aider beaucoup de gens. Eugène intervient, affirmant qu'il est impossible qu'un sorcier soit plus fort que lui et jure de faire savoir à tout l'Akasta qu'il est bien supérieur. Cet incident lui donne la motivation de prendre enfin leurs quêtes au sérieux, ce qui en fait en quelque sorte un vrai guerrier. Pendant ce temps, à la mention de Narcès est reconnaissant envers Magnus d'avoir obtenu le parchemin magique dont il a besoin. Le sorcier déclare que c'est un plaisir de compléter la quête pour lui, car il aide également beaucoup de gens. L'érudit propose de l'aider à l'avenir s'il a des ennuis, que Magnus accepte à contre-cœur. Nars révèle ensuite à Magnus que le groupe de héros a quitté l'Akasta pour vaincre le général d'Herbenvo. Magnus ne peut pas croire cela, pensant que le général maudit est de niveau 40 et l'un des 8 généraux démons au service de Morphy, vivant dans la montagne de la mort à la frontière de l'Akasta. Narcès confirme que c'est la vérité et ajoute que cela fait 3 jours que le groupe a annoncé avec arrogance à tout le monde qu'ils allaient vaincre Derva. Magnus ne peut s'empêcher de penser que Gênes est un fou d'essayer de tuer Derva. Le général maudit est connu pour avoir une capacité spéciale appelée Fistbind, qui peut forcer jusqu'à 2 personnes dans un état de liaison. Cependant, cela ne fonctionne pas si le niveau de gauche est supérieur à 32. Il s'inquiète qu'il n'ait pas suffisamment monté de niveau, contrairement à lui qui a presque atteint le niveau 32 en complétant des sous-quêtes. Cela dérange Magnus et il redoute de penser que l'équipe a déjà été anéantie après avoir rencontré Derva. Cependant, s'ils parviennent à survivre et se battent toujours, peut-être pourra-t-il faire quelque chose pour les secourir. Il continue de penser à ses anciens membres, tandis que Narcès le regarde complètement confus. Il avait initialement prévu de combattre d'Herbenvoth lorsqu'il atteindrait le niveau 34, mais même après avoir évalué le risque, il décide finalement de secourir son ancienne équipe. En partant, il s'excuse auprès de Naris qui lui demande s'il se dirige vers d'Herbenvoth. Magnus sait qu'il est ridicule pour sa mission de sauvetage, mais il ne peut s'empêcher de la faire. L'érudit est abasourdi et rit de l'acte chevaleresque fou de Magnus. Il promet de le féliciter plus tard lorsqu'il aura vaincu Duro et propose de préparer une célébration. Magnus décline l'offre, citant sa faible tolérance à l'alcool, ce qui est inattendu pour Nars, qui pense que c'est un tel gaspillage pour un grand sorcier. Magnus ajoute également qu'il est résolu à propos de sa mission, bien que cela puisse paraître ridicule pour lui. Considérant cela, Narcès cherche un outil spécial qui pourrait aider le sorcier dans sa mission. Il sort alors un trésor de famille, un tapis volant, qui l'amènera rapidement au groupe de héros. Magnus exprime sa gratitude pour l'aide de Nars et part avec Gladius sur le tapis volant, déterminé à rattraper ses anciens compagnons et à sauver leur vie. Magnus arrive à la sinistre forteresse de d'Herbenvoth, un château au milieu de la montagne de la mort, et y entre sans hésitation. Dès son arrivée, il rencontre immédiatement des monstres de niveau 10 à 13 et sent que cette mission sera beaucoup plus difficile que de vaincre le dragon d'os. En conséquence, il élabore une stratégie pour vaincre tous les monstres dans chaque zone avant de progresser. Il entre dans la partie intérieure du manoir et découvre que les couloirs sont étrangement similaires les uns aux autres, ressemblant à un labyrinthe. En continuant à explorer, il tombe sur une série de pièges, rendant l'endroit encore plus dangereux. Consultant son livre pour trouver des moyens de détecter les pièges et les passages secrets, Magnus utilise son bâton pour détecter des passages secrets. Il chante le mot de passe « Gloire à d'Herbenvoth » qui s'ouvre rapidement sur un couloir secret. Il est ravi de cette découverte, car cela lui permettrait de gagner du temps. En marchant, il pense avec amusement que le mot de passe semble plutôt banal. 6 pensées sont soudainement interrompues lorsqu'un golem de mithril de niveau 26 apparaît, possédant une résistance magique maximale, un véritable cauchemar pour les sorciers. Magnus ordonne à Gladius d'attaquer le golem de mithril, mais celui-ci repousse facilement son attaque, le dominant presque. Pour aider son golem de bataille, Magnus lui donne des améliorations pour améliorer ses capacités magiques et son endurance physique. Gladius attaque de nouveau, mais le mithril contre-attaque, le frappant. Gladius riposte et lance un puissant coup de poing qui surprend le mithril. Magnus lance ensuite un sort de magie de glace qui gèle le golem de mithril. Il se dit que même si sa résistance magique est élevée, la magie de glace ralentira encore ses mouvements.
Lorsque le mithril est complètement recouvert de glace, Gladius lance une attaque puissante qui le brise jusqu'au cœur. Magnus est ravi de leur victoire, surtout lorsqu'il se transforme en minerai de mithril qu'il peut récolter. Il rassemble avec enthousiasme les minerais, pensant aux objets rares qu'il pourrait obtenir s'il bat le boss. Il sort son sac magique qui peut contenir un grand nombre d'objets et y place les minerais. Une fois la souquette officiellement accomplie, il monte au 5e étage de la forteresse et est surpris de voir un vaste couloir. Il tombe sur un symbole de piège et rencontre Eugène avec les autres membres. Il les félicite alors pour avoir terminé la souquette. Eugène est choqué de le voir, lui demandant pourquoi il est là. Magnus répond qu'il a l'intention de vaincre d'Herbenvoth. Misha remarque qu'ils ont le même objectif et commence à chercher son équipe. Le sorcier répond simplement qu'il n'a pas d'équipier et combat seul avec l'aide de son golem de bataille Gladius. Misha est choqué de l'entendre, tout comme Eugène et les autres membres. S'attendant à cette réaction de la part de ses anciens compagnons, Magnus commence à partir pour affronter le boss. Soudain, Hilda court vers lui, se met à genoux et le supplie de se joindre à eux à nouveau. Elle raisonne qu'ils devraient vaincre d'Herbenvoth ensemble puisqu'il est un ennemi de l'humanité. Donc il doit combattre à leur côté. Eugène est furieux en entendant cela, mais Hilda ne fléchit pas et continue de supplier Magnus. Après un long silence, il refuse catégoriquement sa demande, à la grande surprise de tout le monde. Il leur dit que c'est inutile de combattre avec eux étant donné leur passé. Il commence à s'éloigner, mais Eugène l'appelle, furieux à l'intérieur. Magnus s'arrête juste au-dessus du symbole du piège et Eugène se moque de lui, disant qu'il ne sait même pas sur quoi il marche. Le guerrier lui dit que le symbole apparaît partout au 5e étage. Magnus reste ignorant, tandis qu'Eugène continue de blablater sur les pièges et les monstres qu'ils ont rencontrés plus tôt. Il marche vers Magnus, mais appuie soudainement sur le bouton du piège, l'ouvrant et envoyant Magnus tomber dans le piège. Alors que Magnus chute dans la fosse, le rire d'Eugène résonne dans le couloir, déclarant qu'il n'y a aucun moyen qu'un sorcier puisse battre un héros comme lui. Magnus tombe au fond de la fosse et se retrouve piégé. Magnus reconnaît qu'Eugène a réussi à le duper, mais il se met soudainement à rire, révélant qu'il avait l'intention de tomber dans la fosse de toute façon. Plus tôt, Gladius avait également appuyé sur le bouton, mais cela n'avait pas réagi, alors il craignait de manquer un butin important. Parmi les os brisés, Magnus récupère une boule de cristal, un objet magique nécessaire pour vaincre d'Herbenvoth. Il lance un sort et s'envole immédiatement vers le dernier étage, dans la salle du trône de d'Herbenvoth, laissant Gladius derrière lui. Pendant ce temps, au dernier étage, le général maudit d'Herbenvoth accueille les héros et les félicite d'être arrivés jusque-là. Enragé, Eugène crache qu'il n'a pas besoin de ces compliments. Cependant, d'Herbenvoth croit vraiment qu'ils en ont besoin, car ils ont survécu malgré leur niveau inférieur. Il est surpris qu'ils aient réussi, surtout compte tenu de leur niveau et de leur statut inférieur. Il pense que c'est la pure chance qui les a amenés à son étage. Eugène le traite de ridicule, mais d'Herbenvoth se moque de lui. Le général lui offre alors la chance de devenir son serviteur, lui promettant la moitié de la casta en échange, ce qui rend le guerrier visiblement extatique. Cependant, d'Herbenvoth retire immédiatement son offre, se moquant de lui en disant qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi faible que lui et qu'il doit immédiatement mourir. Enragé par cela, Eugène passe immédiatement en mode combat avec son épée enflammée. Lui et ses coéquipiers chargent vers Durva, mais ils repoussent immédiatement leur attaque. Eugène allume son épée enflammée et active son compétence unique Arm and Awakening, qui libère la véritable force des armes et armures de l'utilisateur. Cependant, d'Herbenvoth lève simplement la main et l'épée du guerrier se brise immédiatement, se moquant de sa qualité. Eugène est surpris par cela et ne peut pas croire que l'épée enflammée, forgée par le plus grand forgeron de Loka, soit si facilement brisée. Le général se moque de lui et lui demande le nom de son épée, affirmant que lorsqu'un forgeron crée un objet avec dévouement, il grave toujours un nom dessus. Eugène est choqué par cette révélation, car il n'y a rien d'inscrit sur son épée. D'Herbenvoth rit, confirmant que son épée est en effet inférieure. Misha évalue la situation et juge que leur adversaire est véritablement puissant, car il n'a subi aucun dommage. D'Herbenvoth les interroge sur l'absence d'un sorcier dans leur groupe, les qualifiant de déséquilibrés. Encore préoccupé par sa défaite, Eugène ne répond pas à la question et le général s'offense, le repoussant d'un geste. Sous l'impact, le guerrier est projeté à travers la salle,
subissant des dégâts énormes, ce qui choque ses coéquipiers. Hilda se précipite vers lui et propose de le soigner immédiatement, mais il prend sa main, lui dit qu'il devrait s'enfuir et commence à la traîner hors de la salle. Perplexe devant ce qui s'est passé, Miss Shaw les regarde partir en traitant Eugène de véritable lâche. Derbenvoth rit méchamment, se demandant si Eugène est vraiment un héros ou juste un imposteur. Il se tourne ensuite vers les deux guerrières, menaçant de savourer chaque morceau d'elle. Il étend sa main géante et l'ouvre, révélant des cavités ressemblant à des yeux qui se transforment en tentacules gluants. Il déclare qu'il en a assez de se donner du plaisir lui-même, alors il les utilisera. Il attrape la guerrière chat avec ses tentacules. Elle le supplie de la libérer, mais le boss l'ignore, affirmant qu'elle ne peut pas s'échapper de son emprise Fistbind, car elle n'est pas au moins de niveau 32. Derbenvoth l'assaille avec ses tentacules, faisant pleurer et supplier la guerrière d'arrêter. Finalement, elle perd conscience. Pendant ce temps, Misha est pétrifiée de peur. Une autre main commence à l'atteindre, la laissant sans issue. Derbenvoth l'incite à abandonner, disant que sa résistance est futile. Impuissante, Misha ferme les yeux et implore silencieusement quelqu'un de venir à son secours. Elle attend que les tentacules l'atteignent, mais ils ne viennent pas. Elle ouvre lentement les yeux et voit que Derbenvoth regarde quelqu'un entrer dans la salle. Elle est choquée de voir que c'est Magnus, accompagné de son golem de bataille. Le général sent immédiatement que Magnus est un sorcier de niveau 32. Il propose à Magnus de devenir son serviteur et promet de lui donner la moitié du royaume de l'Akasta. Face au refus de Magnus, Dero éclate de rire d'une manière menaçante, promettant de faire réaliser à Magnus sa peur avant de lui reposer la question. Magnus se moque de lui, lui disant qu'il n'est pas effrayant du tout et que les gens ont juste peur de lui parce qu'il raconte des absurdités. Le général est impressionné par son audace et commence à l'attaquer avec son coup de poing, utilisant Ruben gauche. Magnus réalise que Derbenvoth n'utilise pas son emprise Fistbind contre lui, car il sait qu'il est de niveau 32. Il utilise donc juste des parties de son corps pour ses attaques physiques. Gladius dévie l'attaque, protégeant Magnus de Ruben gauche. Le sorcier fait l'éloge de son golem, disant que c'est en effet l'œuvre du plus grand forgeron Bazer. Il se prépare pour une attaque, se rappelant qu'il a lu dans son livre que Ruben gauche est faible face au feu. Il déchaîne un sort de feu, engloutissant la main du monstre et arrangeant le feu. Il réfléchit à la situation. Ruben gauche et droit sont des monstres redoutables de niveau 3 à 5, mais il est à son statut maximal maintenant, donc les attaquer avec leur sortilège de faiblesse, en utilisant un bâton de magie noire, lui donnera l'avantage. Avec cette connaissance, Magnus est confiant qu'il gagnera. Misha et Dermanboth sont impressionnés de voir comment le sorcier a vaincu Ruben gauche. Le général déclare qu'il n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Magnus sort alors le sceptre du dragon zombie de son sac magique et l'utilise pour faire de Ruben gauche un mort-vivant et suivre ses ordres. Le sceptre a le pouvoir de ressusciter les morts et de les contrôler, mais cela nécessite une consommation élevée de PM. Derbenvoth n'est pas perturbé par cette action. Magnus, quant à lui, est confiant qu'il peut continuer à contrôler Ruben gauche sans épuiser son PM. Il lui ordonne d'attaquer alors que le général invoque Ruben droit. Les deux monstres se battent également l'un contre l'autre, donc Magnus commence à donner des power-up à Ruben gauche. Il lance aussi un sort de glace et attaque Ruben droit avec, sachant que c'est sa faiblesse. La main gèle complètement et finalement, le Ruben mort-vivant le brise en morceaux. Magnus transforme immédiatement Ruben droit en son mort-vivant et utilise les deux mains de monstre contre leur ancien maître. Les deux mains commencent à attaquer Derbenvoth en même temps, le mettant en désavantage. Il ne peut pas croire qu'un humain lui inflige des dommages. Magnus saisit cette opportunité pour lancer un sort de foudre et l'utiliser contre la faiblesse du boss. Il déchaîne le sort et le lance vers le général maudit qui résiste et dévie avec succès. Magnus est impressionné par son adversaire qui est clairement à la hauteur de sa réputation. Pendant ce temps, Misha est choqué de voir comment les deux se battent avec une force égale. Derbenvoth survit au sort de foudre malgré l'épuisement de son PM, se moquant de Magnus. Il lui dit ensuite que Magnus perd son temps car il ne peut pas être vaincu, ce qui fait paniquer les autres guerriers, car ils le considèrent comme immortel. Il révèle qu'il a arraché son cœur et l'a caché, donc tant que son cœur bat, il est aussi bon qu'immortel. Magnus n'est pas ébranlé par cela, ce qui confond le général. Il sort la boule de cristal qu'il a récupérée plus tôt de son sac magique et la montre au général. Derbenvoth est choqué en voyant son cœur entre les mains de Magnus.
Il le supplie de ne pas l'écraser, mais Magnus refuse, déterminé à terminer leur bataille avec une grande force. Il écrase le cœur de cristal sur le sol et il se brise en morceaux, provoquant l'effondrement de Derbenvoth. Le général se désintègre finalement, ce qui soulage grandement Magnus. Les deux guerrières se précipitent vers lui, exprimant leur gratitude pour les avoir sauvés contre le général maléfique. Il regarde le Derbenvoth brisé qui jure que ce n'est pas la fin pour lui. Conscient de cette possibilité, Magnus reconnaît cela, mais choisit de diriger avec les deux guerrières. Après sa bataille triomphante, Magnus retourne à l'Akasta, trouvant refuge dans la demeure de Nars. Visiblement épuisé et vidé, Nars lui demande pourquoi un héros comme lui est exténué. Magnus explique que les gens l'entourent constamment en ville pour le remercier. Et en plus de cela, il doit assister à une cérémonie triomphale dans quelques jours, sans oublier que Narcès le fait boire plus qu'il ne le devrait. Nars rit, affirmant que la vie à l'Akasta est devenue plus heureuse depuis qu'il a commencé à vaincre les monstres, d'où l'appréciation écrasante des gens. Magnus, déconcerté, insiste sur le fait qu'il voudrait juste se promener normalement en ville comme avant, mais Narcès rit de nouveau. 5 jours plus tard, le château de l'Akasta est en effervescence avec les gens venus célébrer le retour du héros. Lors du banquet, Magnus exprime sa gratitude à Arya pour l'avoir aidé à repousser les visiteurs. Elle s'incline avec grâce devant les invités, les remerciant pour leurs gentils mots à l'égard de Magnus pour avoir vaincu Durva. Il est impressionné par la facilité avec laquelle Arya socialise avec la foule. Elle le tire plus près d'elle et lui dit qu'il devrait être fier de ce qu'il a accompli. Les deux sourient l'un à l'autre. Magnus boit ensuite une potion, et Arya remarque que son visage est pâle. Préoccupée, elle lui propose de s'allonger sur ses genoux, le faisant recracher la potion. Il refuse poliment, ne voulant pas salir sa robe car elle est jolie dedans. Elle pousse un cri de joie en entendant le compliment. À ce moment, Misha émerge et s'approche de Magnus, mais Arya la bloque immédiatement, l'informant qu'il est malade. Misha rétorque que c'est justement pour cela qu'elle ne peut pas le laisser. Les deux filles se livrent à un affrontement silencieux, affirmant leur dominance. Misha demande le nom d'Arya, qui se présente. La guerrière s'identifie alors comme l'ancienne coéquipière de Magnus. Arya insinue qu'elle a dû aussi maltraiter Magnus. Misha exprime de profonds regrets, mais la fille du marchand reste sceptique. Misha se tourne vers Magnus et reconnaît que la survie de leur équipe lui est redevable. Elle s'excuse auprès de lui pour l'avoir maltraité auparavant. Arya intervient, insinuant que Magnus n'a pas besoin de lui pardonner. La tension monte quand Arya se révèle être la petite amie de Magnus, menant à une lutte entre les deux filles pour lui. Magnus intervient, déclarant qu'il pardonne à Masha. Arya lui dit qu'il est trop indulgent, mais il explique que Misha est juste une victime de l'abus de gène, donc il ne lui en veut pas. Arya cède, notant que Magnus est le genre de personne qui est facilement exploité. Elle jure, en tant que fille du marchand le plus puissant de l'Akasta, de toujours le suivre et le protéger. Touché par son engagement, Magnus exprime sa gratitude pour être toujours resté à ses côtés.